La campagne électorale a commencé. Elle déferle sur le pays telle une immense vague d'enthousiasme. Dans un élan uni, le peuple propose aux candidats du Soviet suprême les meilleurs fils de notre patrie, dévoués au parti de Lénine et de Staline. Le 11 décembre, à la réunion préélectorale dans le Grand Théâtre, le pays entier écoute le discours du camarade Staline. Ça va. Ça suffit maintenant. Camarades, j'avoue que je n'avais pas l'intention de parler. Mais notre estimé Nikita Sergeyevitch m'a amené de force à cette réunion. Fais un bon discours, m'a-t-il dit. Mais de quoi parler? Que dire? Tout ce qu'il fallait dire à la veille des élections a déjà été dit et redit dans les discours de nos camarades dirigeants. Kalinine, Molotov, Voroshilov, Kaganovitch, Ejov et beaucoup d'autres. Que pourrait-on encore ajouter à ces discours? On me dit qu'il faudrait éclaircir certaines questions relatives à la campagne électorale. Quels éclaircissements? Sur quelles questions? Tout ce qu'il fallait éclaircir a déjà été éclairci et suréclairci dans les fameuses résolutions du parti bolchevique, de la jeunesse communiste, du Conseil central des syndicats de l'URSS, de la Société d'encouragement à la défense aérochimique et du comité sportif. Que pourrait-on ajouter? Certes, on pourrait faire un discours futile sur tout et sur rien. Cela amuserait peut-être le public. Il paraît que les spécialistes des discours de ce genre existent, non seulement là-bas, dans les pays capitalistes, mais également chez nous, au pays des soviets. Je ne suis pas spécialiste de ce genre de discours. Et puis, est-ce bien le temps de nous amuser? Maintenant que nous tous, bolcheviks, nous avons du travail par-dessus la tête, comme on dit. Je pense que non. Certes, dans ces conditions, on ne fait pas un bon discours. Mais puisque je suis monté à la tribune, il faut que je dise au moins quelque chose. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma reconnaissance. Ma reconnaissance aux électeurs pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Vous pouvez être certain
que le camarade Staline saura remplir son devoir envers le peuple. Envers les travailleurs. Le peuple doit exiger de ses députés qu'ils restent à la hauteur de leurs tâches, qu'ils soient aussi lucides et aussi déterminés politiquement que l'était Lénine. Qu'ils soient aussi intrépides dans le combat, aussi impitoyables pour les ennemis du peuple que l'était Lénine. Qu'ils soient exempts de toute panique, de toute ombre de panique quand les choses commencent à se compliquer et qu'un danger se dessine à l'horizon. Qu'ils soient aussi exempts de toute ombre de panique que l'était Lénine. Qu'ils sachent tenir compte de tous les inconvénients et de tous les avantages pour résoudre des problèmes complexes. Et qu'ils soient aussi sages et aussi étrangers à toute précipitation que l'était Lénine. Qu'il soit aussi droit et aussi honnête que l'était Lénine. Qu'ils aiment leur peuple autant que Lénine. En pleine période électorale, Staline ne parle que de l'État démocratique qu'il a créé. En réalité, la politique de Staline est à l'apogée de la terreur. Ce sont les années 1937-38. On fusille en moyenne 4000 personnes par jour. La veille de son discours, Staline avait déjà signé la liste des futurs serviteurs du peuple dont la soumission lui garantissait le pouvoir absolu. Mais la candidature de Staline, tout comme celle des autres dirigeants, devait être votée selon les règles de la constitution de l'URSS. Présentée par Staline en 1936 comme la seule au monde à être absolument démocratique. En se remémorant le passé, après tant de batailles et tant de sacrifices, il est plaisant et réjouissant d'avoir notre Constitution qui témoigne de notre victoire. Il est plaisant et réjouissant de savoir pourquoi nos hommes se sont battus et comment ils ont réussi cette victoire historique et mondiale. Il est plaisant et réjouissant de savoir que nos hommes n'ont pas versé leur sang pour rien, mais que cela a donné ce résultat. Cela renforce l'esprit de notre classe ouvrière, de notre paysannerie et de notre intelligentsia. Cela nous fait avancer et soulève un sentiment de fierté légitime. Cela renforce notre confiance en nos forces et nous mobilise vers de nouveaux combats, menant à de nouvelles victoires du communisme. La critique de notre Constitution qui se fait entendre dans l'autre camp présente un certain intérêt pour nous. Étant donné que la presse étrangère reflète les opinions
des différents clivages des pays capitalistes, bien que cette critique ne soit pas unanime, on ne peut pas ignorer son point de vue. La première réaction de la presse étrangère qui s'est exprimée fut une tendance à ignorer l'existence de notre Constitution. Faire comme si notre Constitution n'avait jamais existé. Encore maintenant. Donc ils n'en parlent pas. On pourrait dire que ce silence n'est pas une critique, mais c'est faux. Ignorer est aussi une forme de critique, stupide et ridicule certes, mais une forme de critique quand même. Cependant, la méthode du silence a été un échec. À leur grande déception, ils ont été obligés d'ouvrir les vannes et d'annoncer au monde que la nouvelle constitution de l'URSS existe bel et bien. Qu'ils le veuillent ou non. Et non seulement qu'elle existe, mais qu'elle exerce une influence pernicieuse sur les esprits. Ça n'aurait pas pu finir autrement. Après tout, il existe une opinion publique dans le monde. Il y a des gens vivants, des lecteurs, qui veulent connaître les faits. Je pense que depuis longtemps, l'Union soviétique est devenue une sacrée épine dans le pied de ces messieurs les officiels allemands. Pensez donc, depuis 19 ans, l'URSS, solide comme un roc, enthousiasme les peuples par son existence et met en rage les ennemis de la classe ouvrière. Non seulement l'Union soviétique existe, mais elle grandit. Et non seulement elle grandit, mais elle s'épanouit. Et non seulement elle s'épanouit, mais en plus elle écrit une constitution. Comment voulez-vous que les officiels allemands ne s'indignent pas? Alors ils hurlent. Qu'est-ce que c'est que ce pays? D'où sort-il? De quel droit existe-t-il? S'il a été déterré en octobre 1917, ne serait-il pas possible de le recouvrir de terre, de l'ensevelir pour qu'on ne l'entende plus? C'est pourquoi ils ont pris la résolution d'enterrer l'Union soviétique et d'annoncer au monde qu'elle n'existe même pas sur une carte de géographie. La vérité est que le pouvoir soviétique a exproprié les capitalistes. Il les a dépossédés des usines, des fabriques, des forêts, des chemins de fer. Il les a déclarés propriété de la société et du gouvernement socialiste. Et il a mis à la tête de ces organisations les meilleurs représentants de la classe ouvrière. Ce sont des faits et non pas des promesses. Le pouvoir soviétique a organisé l'industrie et l'agriculture sur la nouvelle base socialiste. Aujourd'hui, la production dans l'agriculture a augmenté d'1,5 fois par rapport à l'époque d'avant-guerre.
La production dans l'industrie de 7 fois par rapport à celle d'avant-guerre. Et le revenu national est 4 fois plus élevé que celui d'avant-guerre. Ce sont des faits et non pas des promesses. Ensuite, le pouvoir soviétique a aboli les crises, le chômage, garantissant le droit au travail, le droit au loisir, le droit à l'éducation. Il a considérablement amélioré le niveau matériel et culturel de la classe ouvrière, de la paysannerie et de l'intelligentsia. Il a assuré l'organisation du suffrage universel direct pour ses citoyens. Ce sont des faits et non pas des promesses. Finalement, le pouvoir soviétique a élaboré le projet de la Constitution qui n'est pas une promesse, mais une réalité, une preuve législative de faits accomplis, illustrant la victoire du socialisme dans notre pays. C'est le témoignage de tout ce qui est acquis. À quoi bon toutes ces calomnies de ces messieurs, les officiels allemands, affirmant que notre Constitution n'est qu'une vague promesse? Où veulent-ils en venir avec leur bavardage? Ils veulent cacher au monde la vérité sur l'URSS, embrouiller le peuple, le duper. Tels sont les faits, et comme on dit, les faits sont choses têtues. Ces messieurs les officiels allemands peuvent dire « Tant pis pour les faits ». Alors on peut leur répondre avec un dicton russe « La loi n'est pas faite pour les imbéciles ». Ce discours avait une signification particulière, car le 25 novembre 1936 était la veille de la ratification de la Constitution soviétique, intitulée à l'époque Constitution Staline. En pleine période de procès-spectacle et de purge, à mi-chemin entre l'assassinat de Kirov en 1934 et la dernière plaidoirie de Boukharine en 1937, ce discours marquait en quelque sorte un sacre impérial. Staline déclara que l'Union soviétique venait de passer du socialisme au communisme. Il attribuait entre autres cette réussite au mouvement stakhanoviste, des travailleurs de choc, qui, à l'exemple de Stakhanov, mineurs de Donetsk, battent des records de production depuis 1935. Selon Marx et Lénine, le socialisme triomphera grâce à une production abondante de biens matériels et culturels pour le peuple. Cette production sera possible grâce à un rendement encore jamais vu dans l'histoire. Ainsi, le peuple pourra être riche et cultivé.
Le mouvement stakhanoviste offre aujourd'hui des exemples de haute productivité que le capitalisme n'a jamais pu atteindre. Pourquoi? Parce que le mouvement stakhanoviste dépasse non seulement nos anciennes normes techniques, mais aussi celles des pays capitalistes avancés, tels que l'Allemagne, la France ou l'Amérique. Mais là ne se borne pas à la portée du mouvement stakhanoviste. Il réunit aussi les conditions nécessaires pour passer du socialisme au communisme. Le socialisme préconise que chacun travaille en fonction de ses capacités et soit payé selon le travail fourni. Ce principe conserve l'opposition entre travail intellectuel et travail manuel. Le communisme est différent. Chacun travaille selon ses capacités et reçoit, non pas selon le travail fourni, mais selon ses besoins, sans limite. Le communisme suppose une forte productivité, une abondance de biens, une aisance de la société et la disparition de l'opposition entre travail intellectuel et travail manuel. À cet égard, camarades, je pense que le mouvement stakhanoviste contient les premiers germes de la future société communiste où la différence entre travail manuel et travail intellectuel n'existera plus. Certains pensent que l'on peut arriver à supprimer l'opposition entre travail intellectuel et travail manuel en abaissant le niveau culturel et technique des ingénieurs et techniciens jusqu'au niveau des simples ouvriers. C'est faux et c'est stupide. Seuls les petits bourgeois peuvent se faire une telle idée du communisme. Marx et Lénine ont pensé autrement. Selon eux, la différence entre travail manuel et travail intellectuel disparaîtra lorsque tous les travailleurs auront acquis un niveau technique élevé. On arrivera à supprimer cette opposition quand on élèvera le niveau professionnel et culturel de la majorité de la classe ouvrière jusqu'à celui des ingénieurs et des techniciens. Est-ce possible? C'est tout à fait possible. Le développement culturel et technique de la classe ouvrière est seulement cette élévation du niveau culturel et technique des ouvriers jusqu'au niveau des ingénieurs pourra briser l'opposition entre travail intellectuel et travail manuel et préparer le terrain pour le passage au communisme. En effet, observez de plus près les stakhanovistes. Que font-ils? Ils renversent les anciennes normes techniques. Ils corrigent constamment les anciens plans de production, cependant conçus par des ingénieurs et des techniciens hautement qualifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les stakhanovistes ont déjà commencé à élever leurs connaissances culturelles et techniques au niveau de celles des ingénieurs et des techniciens. Voici les premiers germes de la disparition des différences entre travail intellectuel et travail manuel. Les premiers indices de la société communiste
où chacun travaillera selon ses capacités et recevra selon ses besoins. Telle est, camarades, la portée du mouvement stakhanoviste. Stakhanov et Boussiguine songeaient-ils à cette grande portée du mouvement stakhanoviste? Assurément non. Ils se préoccupaient de leur travail et voulaient accomplir et dépasser le plan. Il leur a fallu briser les chaînes des anciennes normes techniques. Mais cela ne diminue en rien la grande portée historique du mouvement stakhanoviste. On peut en dire autant des ouvriers qui, pour la première fois, avaient organisé dans notre pays les soviets ouvriers en 1905. Ils ne pensaient pas, évidemment, que les soviets serviraient de base au régime socialiste. En créant les soviets ouvriers, ils ne faisaient que se défendre contre le tsarisme et la bourgeoisie. Et pourtant, les soviets ouvriers ont été la base du socialisme qui a écrasé le capitalisme. Nous nous trouvons actuellement à l'origine du mouvement stakhanoviste, à ses sources premières. Décrivons certaines caractéristiques du mouvement stakhanoviste. Ce qui saute aux yeux, tout d'abord, c'est que ce mouvement a commencé, pour ainsi dire, de lui-même, presque spontanément, sans qu'aucune pression n'ait été exercée par l'administration des entreprises. Bien plus, ce mouvement est né et s'est développé contre la volonté de l'administration de nos entreprises. Le camarade Molotov vous a déjà dit les tourments qu'a dû subir le camarade Moussinski, simple bûcheron à Arkhangelsk, lorsqu'à l'insu de ses supérieurs et des contrôleurs, il établissait de nouvelles normes techniques. Peut-être ne savez-vous pas ce qu'a dû subir le camarade Stakhanov quand il a commencé à dépasser les anciennes normes. Les gens le harcelaient et le raillaient pour ses innovations. Quant au camarade Boussiguine, il a failli payer très cher ses innovations. On le forçait à donner sa démission, oui, on le poussait. Et seule l'intervention du chef d'atelier, le camarade Sokolinski, qui était un vrai bolchevique, lui permit de rester dans l'usine. Et finalement, le supérieur de Boussiguine, celui-là même qui voulait le renvoyer, c'est lui qui a été limogé. Comme vous le voyez, le mouvement stakhanoviste est né spontanément, de la base, sans aucune pression de l'administration. Et précisément parce qu'il est né de lui-même, précisément parce qu'il vient de la base, il est le mouvement le plus viable et le plus irrésistible de notre temps. Arrêtons-nous maintenant sur un autre trait caractéristique du mouvement stakhanoviste. La rapidité inouïe avec laquelle le mouvement stakhanoviste a gagné toute l'Union. Stakhanov a multiplié la productivité par 3 ou 4. Boussiguine et Smetanine en ont fait autant. Et dès la publication de la nouvelle dans les journaux, la flamme stakhanoviste embrasa le pays tout entier.
Pourquoi? Stakhanov et Boussiguine seraient-ils de grands organisateurs, dotés d'un large réseau dans les différentes régions, et auraient-ils eux-mêmes organisé la chose? Non, évidemment que non. Stakhanov et Boussiguine auraient-ils la prétention d'être de grands personnages de notre pays? C'est également faux. Vous avez vu ici Stakhanov et Boussiguine. Ils sont simples et modestes, sans la moindre prétention. Il me semble même qu'ils sont un peu surpris par l'ampleur du mouvement qui a dépassé leur espérance. Ce sont des gens simples. Des gens simples et sans la moindre prétention. Comment expliquer alors que le stakhanovisme ait surgi comme un mouvement parfaitement au point? Quelles sont les raisons de sa rapide propagation dans tout notre pays? On pourrait en citer de nombreuses. Tout d'abord, la vie est devenue meilleure, plus joyeuse. Et quand on a la joie de vivre, le travail va bon train. Si c'était la crise chez nous, si nous avions du chômage ou de la misère, si notre production n'augmentait pas, si la classe ouvrière et paysanne n'avait pas un si bon gouvernement qui prend soin d'elle, si nous vivions mal, sans joie, nous n'aurions pas de mouvement stakhanoviste. La vie est meilleure, la vie est joyeuse. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre raison qui a aussi contribué à l'épanouissement du mouvement stakhanoviste. L'exploitation n'existe pas chez nous. Les ouvriers et les ouvrières travaillent pour eux-mêmes, pour leur classe, pour leur peuple, et non pas pour les exploiteurs, pour les fabricants, pour les capitalistes. Ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur classe et leur société. Là-bas, sous le régime capitaliste, le travail a un caractère privé. Si un travailleur produit davantage, il reçoit davantage. Personne ne le reconnaît et ne veut le reconnaître. Chez nous, c'est autre chose. Chez nous, le travail d'un homme a une portée sociale. Si tu travailles bien et que tu donnes à la société tout ce que tu peux, tu es un héros du travail. Tu es couvert de gloire. On te reconnaît comme un être exceptionnel. Chez nous, sous notre régime qui exclut l'exploitation et qui valorise le travail, peuvent naître des héros du travail. Des héros qui n'ont pas peur de renverser les vieilles normes techniques, les vieux plans de production, pourtant établis par les grands spécialistes de la science. Eh bien, ces héros-là n'ont pas peur de créer de nouvelles techniques et de nouveaux plans de production. Voici la deuxième source du développement du mouvement de Boussiguine. Quelle est la troisième source? Nous possédons une technologie nouvelle. Sans elle, sans les nouvelles usines et fabriques, sans l'outillage moderne, le mouvement stakhanoviste n'aurait pas pu naître, car il est organiquement lié à la nouvelle technologie.
Les travailleurs qui se sont rendus maîtres de la technique, de leur métier, qui l'ont dominé et l'ont fait progresser, peuvent être considérés comme des stakhanovistes. Il s'ensuit donc que la construction des usines, l'invention d'une technologie et d'un outillage moderne ont été les bases du mouvement stakhanoviste. C'est la troisième source qui fait que ce mouvement se développe chez nous avec une vitesse vertigineuse. Passons maintenant à la quatrième source. La quatrième source qui a préparé le mouvement stakhanoviste. L'apparition des nouveaux cadres. Ce sont des ouvriers et des ouvrières capables de maîtriser et de dompter cette nouvelle technologie. Pour la nouvelle technologie, c'est bon. Cependant, en nous contentant uniquement de la technique moderne, nous n'irons pas loin. Il faut avoir des travailleuses et des travailleurs qui sachent dominer cette technique et aller de l'avant. La croissance du mouvement stakhanoviste signifie que ces cadres existent maintenant. Ces travailleurs-là, nous n'en avions pas, ou presque pas, il y a seulement 2 ans. Il y a 2 ans, le parti a dit que l'énergie que nous mettions à construire de nouvelles usines devait être complétée par l'enthousiasme d'en maîtriser le fonctionnement. Durant ces 2 années, les travailleurs sont parvenus à assimiler de nouvelles technologies et des cadres compétents sont nés. Et le résultat, c'est le stakhanovisme. Telles sont les 4 raisons qui ont engendré et propulsé le mouvement stakhanoviste, qui s'est avéré tellement efficace que l'étincelle allumée par Boussiguine au sud et par Stakhanov au nord a suffi pour faire jaillir la flamme. Enfin, après en avoir délibéré au bureau, nous avons décidé qu'il serait bon de marquer cette conférence en distinguant les dirigeants du mouvement stakhanoviste. Et nous avons décidé de solliciter la plus haute récompense pour 100 à 120 d'entre vous. Puisque vous approuvez cette décision, camarades, nous arrangeons cela.
L'un des grands objectifs de Staline à cette période est de pratiquer une politique d'industrialisation massive du pays. Il sanctionnera tout retard et rejettera la faute sur des spécialistes de la planification. Ingénieurs et scientifiques deviendront ainsi les auteurs présumés des sabotages industriels et considérés comme agents de l'étranger, donc ennemis du peuple. Glorifié comme grand architecte du socialisme, il jouit pleinement de son pouvoir. L'inauguration, en 1935, du métro de Moscou symbolisera le fleuron de la réussite industrielle. Arrêtez de hurler et d'applaudir. Vous ne savez pas encore ce que je vais dire. Concernant des décisions adoptées par le parti et par le gouvernement, j'ai 2 corrections à faire. Ces corrections m'ont été dictées par ses camarades qui siègent au Présidium. Voici de quoi il s'agit. Suite à la bonne réussite de la construction du métropolitain de Moscou, le parti et le gouvernement ont distribué des récompenses. La médaille de Lénine pour les uns, la médaille de l'Étoile rouge pour les autres, la médaille du drapeau rouge des travailleurs pour les 3e et les diplômes d'honneur du Conseil central de l'URSS pour les 4e. Il reste une question. Que faire avec les autres? Que faire avec les autres camarades qui n'ont pas moins travaillé que ceux qui sont récompensés? Avec les camarades qui ont donné leur force, leur sang, leur énergie à la construction du métropolitain de Moscou? Que faire avec eux? Telle est la question. Nous vous regardons du Présidium et nous voyons que vos visages n'ont pas tous la même expression. Les uns, semble-t-il, sont contents, alors que les autres doivent se demander pourquoi ces ingrats du Présidium les ont oubliés. Nous voulons donc rectifier cette erreur du parti et du gouvernement devant cette assemblée respectable. Pour ne pas multiplier les paroles, surtout que je n'aime pas les discours bavards, permettez-moi de lire cette note. Pour la réussite de leur travail, lors de la construction du métropolitain de Moscou, et de la part du Conseil des commissaires du peuple et du comité central des conseils de l'URSS, je félicite et remercie les ouvriers et les ouvrières, tous les collectifs d'ingénieurs et de techniciens, les travailleurs et les travailleuses du métropolitain de Moscou.
J'insiste auprès du Conseil des commissaires du peuple et du comité central pour qu'il effectue aujourd'hui l'enregistrement de cette déclaration. Et demain, on distribuera les remerciements aux constructeurs du métro. Ne m'applaudissez pas moi, c'est l'opinion du président entier. Maintenant, une deuxième correction. Je lis. Alors, pour ses grands mérites, dans la mobilisation de la jeunesse communiste, pour la construction du métropolitain de Moscou, j'attribue la médaille de Lénine à l'organisation moscovite de la jeunesse communiste. Faites l'enregistrement aujourd'hui et demain, on remettra la récompense. Camarades, peut-être que c'est peu, mais on n'a pas pu inventer mieux. Si ce n'est pas assez, dites-nous ce que nous pouvons faire, d'accord ? Cette année-là, les répressions frappent la vieille garde des compagnons de Lénine et les hauts fonctionnaires du parti. Sur les 1966 délégués du 17e congrès en 1934, 1108 disparaîtront. Au moins 400 000 hauts responsables du parti seront exécutés sans jugement. On estime à 21 millions les victimes de la tragédie stalinienne.
Ce discours avait une signification particulière, car le 25 novembre 1936 était la veille de la ratification de la Constitution soviétique, intitulée à l'époque Constitution Staline. En pleine période de procès-spectacle et de purge, à mi-chemin entre l'assassinat de Kirov en 1934 et la dernière plaidoirie de Boukharine en 1937, ce discours marquait en quelque sorte un sacre impérial. Staline déclara que l'Union soviétique venait de passer du socialisme au communisme. Il attribuait entre autres cette réussite au mouvement stakhanoviste, des travailleurs de choc, qui, à l'exemple de Stakhanov, mineurs de Donetsk, battent des records de production depuis 1935. Selon Marx et Lénine, le socialisme triomphera grâce à une production abondante de biens matériels et culturels pour le peuple. Cette production sera possible grâce à un rendement encore jamais vu dans l'histoire. Ainsi, le peuple pourra être riche et cultivé. Le mouvement stakhanoviste offre aujourd'hui des exemples de haute productivité que le capitalisme n'a jamais pu atteindre. Pourquoi? Parce que le mouvement stakhanoviste dépasse non seulement nos anciennes normes techniques, mais aussi celles des pays capitalistes avancés, tels que l'Allemagne, la France ou l'Amérique. Mais là ne se borne pas à la portée du mouvement stakhanoviste. Il réunit aussi les conditions nécessaires pour passer du socialisme au communisme. Le socialisme préconise que chacun travaille en fonction de ses capacités et soit payé selon le travail fourni. Ce principe conserve l'opposition entre travail intellectuel et travail manuel. Le communisme est différent. Chacun travaille selon ses capacités et reçoit, non pas selon le travail fourni, mais selon ses besoins, sans limite. Le communisme suppose une forte productivité, une abondance de biens, une aisance de la société et la disparition de l'opposition entre travail intellectuel et travail manuel. À cet égard, camarades, je pense que le mouvement stakhanoviste contient les premiers germes de la future société communiste où la différence entre travail manuel et travail intellectuel n'existera plus. Certains pensent que l'on peut arriver à supprimer l'opposition entre travail intellectuel et travail manuel en abaissant le niveau culturel et technique des ingénieurs et techniciens jusqu'au niveau des simples ouvriers. C'est faux et c'est stupide. Seuls les petits bourgeois peuvent se faire une telle idée du communisme. Marx et Lénine ont pensé autrement. Selon eux, la différence entre travail manuel et travail intellectuel disparaîtra lorsque tous les travailleurs auront acquis un niveau technique élevé. On arrivera à supprimer cette opposition quand on élèvera le niveau professionnel et culturel de la majorité de la classe ouvrière jusqu'à celui des ingénieurs et des techniciens. Est-ce possible? C'est tout à fait possible.
Le développement culturel et technique de la classe ouvrière et seulement cette élévation du niveau culturel et technique des ouvriers jusqu'au niveau des ingénieurs pourra briser l'opposition entre travail intellectuel et travail manuel et préparer le terrain pour le passage au communisme. En effet, observez de plus près les stakhanovistes. Que font-ils? Ils renversent les anciennes normes techniques. Ils corrigent constamment les anciens plans de production, cependant conçus par des ingénieurs et des techniciens hautement qualifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les stakhanovistes ont déjà commencé à élever leurs connaissances culturelles et techniques au niveau de celles des ingénieurs et des techniciens. Voici les premiers germes de la disparition des différences entre travail intellectuel et travail manuel. Les premiers indices de la société communiste où chacun travaillera selon ses capacités et recevra selon ses besoins. Telle est, camarades, la portée du mouvement stakhanoviste. Stakhanov et Boussiguine songeaient-ils à cette grande portée du mouvement stakhanoviste? Assurément non. Ils se préoccupaient de leur travail et voulaient accomplir et dépasser le plan. Il leur a fallu briser les chaînes des anciennes normes techniques. Mais cela ne diminue en rien la grande portée historique du mouvement stakhanoviste. On peut en dire autant des ouvriers qui, pour la première fois, avaient organisé dans notre pays les soviets ouvriers en 1905. Ils ne pensaient pas, évidemment, que les soviets serviraient de base au régime socialiste. En créant les soviets ouvriers, ils ne faisaient que se défendre contre le tsarisme et la bourgeoisie. Et pourtant, les soviets ouvriers ont été la base du socialisme qui a écrasé le capitalisme. Nous nous trouvons actuellement à l'origine du mouvement stakhanoviste, à ses sources premières. Décrivons certaines caractéristiques du mouvement stakhanoviste. Ce qui saute aux yeux, tout d'abord, c'est que ce mouvement a commencé, pour ainsi dire, de lui-même, presque spontanément, sans qu'aucune pression n'ait été exercée par l'administration des entreprises. Bien plus, ce mouvement est né et s'est développé contre la volonté de l'administration de nos entreprises. Le camarade Molotov vous a déjà dit les tourments qu'a dû subir le camarade Moussinski, simple bûcheron à Arkhangelsk, lorsqu'à l'insu de ses supérieurs et des contrôleurs, il établissait de nouvelles normes techniques. Peut-être ne savez-vous pas ce qu'a dû subir le camarade Stakhanov quand il a commencé à dépasser les anciennes normes. Les gens le harcelaient et le raillaient pour ses innovations. Quant au camarade Boussiguine, il a failli payer très cher ses innovations. On le forçait à donner sa démission, oui, on le poussait. Et seule l'intervention du chef d'atelier, le camarade Sokolinski,
qui était un vrai bolchevique, lui permit de rester dans l'usine. Et finalement, le supérieur de Boussiguine, celui-là même qui voulait le renvoyer, c'est lui qui a été limogé. Comme vous le voyez, le mouvement stakhanoviste est né spontanément, de la base, sans aucune pression de l'administration. Et précisément parce qu'il est né de lui-même, précisément parce qu'il vient de la base, il est le mouvement le plus viable et le plus irrésistible de notre temps. Arrêtons-nous maintenant sur un autre trait caractéristique du mouvement stakhanoviste. La rapidité inouïe avec laquelle le mouvement stakhanoviste a gagné toute l'Union. Stakhanov a multiplié la productivité par 3 ou 4. Boussiguine et Smetanine en ont fait autant. Et dès la publication de la nouvelle dans les journaux, la flamme stakhanoviste embrasa le pays tout entier. Pourquoi? Stakhanov et Boussiguine seraient-ils de grands organisateurs, dotés d'un large réseau dans les différentes régions, et auraient-ils eux-mêmes organisé la chose? Non, évidemment que non. Stakhanov et Boussiguine auraient-ils la prétention d'être de grands personnages de notre pays? C'est également faux. Vous avez vu ici Stakhanov et Boussiguine. Ils sont simples et modestes, sans la moindre prétention. Il me semble même qu'ils sont un peu surpris par l'ampleur du mouvement qui a dépassé leur espérance. Ce sont des gens simples. Des gens simples et sans la moindre prétention. Comment expliquer alors que le stakhanovisme est surgi comme un mouvement parfaitement au point? Quelles sont les raisons de sa rapide propagation dans tout notre pays? On pourrait en citer de nombreuses. Tout d'abord, la vie est devenue meilleure, plus joyeuse. Et quand on a la joie de vivre, le travail va bon train. Si c'était la crise chez nous, si nous avions du chômage ou de la misère, si notre production n'augmentait pas, si la classe ouvrière et paysanne n'avait pas un si bon gouvernement qui prend soin d'elle, si nous vivions mal, sans joie, nous n'aurions pas de mouvement stakhanoviste. La vie est meilleure, la vie est joyeuse. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre raison qui a aussi contribué à l'épanouissement du mouvement stakhanoviste. L'exploitation n'existe pas chez nous. Les ouvriers et les ouvrières travaillent pour eux-mêmes, pour leur classe, pour leur peuple, et non pas pour les exploiteurs, pour les fabricants, pour les capitalistes. Ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur classe et leur société. Là-bas, sous le régime capitaliste, le travail a un caractère privé. Si un travailleur produit davantage, il reçoit davantage. Personne ne le reconnaît et ne veut le reconnaître.
Chez nous, c'est autre chose. Chez nous, le travail d'un homme a une portée sociale. Si tu travailles bien et que tu donnes à la société tout ce que tu peux, tu es un héros du travail. Tu es couvert de gloire. On te reconnaît comme un être exceptionnel. Chez nous, sous notre régime qui exclut l'exploitation et qui valorise le travail, peuvent naître des héros du travail. Des héros qui n'ont pas peur de renverser les vieilles normes techniques, les vieux plans de production, pourtant établis par les grands spécialistes de la science. Eh bien, ces héros-là n'ont pas peur de créer de nouvelles techniques et de nouveaux plans de production. Voici la deuxième source du développement du mouvement de Boussiguine. Quelle est la troisième source? Nous possédons une technologie nouvelle. Sans elle, sans les nouvelles usines et fabriques, sans l'outillage moderne, le mouvement stakhanoviste n'aurait pas pu naître, car il est organiquement lié à la nouvelle technologie. Les travailleurs qui se sont rendus maîtres de la technique, de leur métier, qui l'ont dominé et l'ont fait progresser, peuvent être considérés comme des stakhanovistes. Il s'ensuit donc que la construction des usines, l'invention d'une technologie et d'un outillage moderne ont été les bases du mouvement stakhanoviste. C'est la troisième source qui fait que ce mouvement se développe chez nous avec une vitesse vertigineuse. Passons maintenant à la quatrième source. La quatrième source qui a préparé le mouvement stakhanoviste. L'apparition des nouveaux cadres. Ce sont des ouvriers et des ouvrières capables de maîtriser et de dompter cette nouvelle technologie. Pour la nouvelle technologie, c'est bon. Cependant, en nous contentant uniquement de la technique moderne, nous n'irons pas loin. Il faut avoir des travailleuses et des travailleurs qui sachent dominer cette technique et aller de l'avant. La croissance du mouvement stakhanoviste signifie que ces cadres existent. Maintenant, ces travailleurs-là, nous n'en avions pas, ou presque pas, il y a seulement 2 ans. Il y a 2 ans, le parti a dit que l'énergie que nous mettions à construire de nouvelles usines devait être complétée par l'enthousiasme d'en maîtriser le fonctionnement. Durant ces 2 années, les travailleurs sont parvenus à assimiler de nouvelles technologies et des cadres compétents sont nés. Et le résultat, c'est le stakhanovisme. Telles sont les 4 raisons qui ont engendré et propulsé le mouvement stakhanoviste, qui s'est avéré tellement efficace que l'étincelle allumée par Boussiguine au sud et par Stakhanov au nord a suffi pour faire jaillir la flamme. Enfin, après en avoir délibéré au bureau, nous avons décidé qu'il serait bon de marquer cette conférence en distinguant les dirigeants du mouvement stakhanoviste. Et nous avons décidé de solliciter la plus haute récompense pour 100 à 120 d'entre vous. Puisque vous approuvez cette décision, camarades, nous arrangeons cela.
L'un des grands objectifs de Staline à cette période est de pratiquer une politique d'industrialisation massive du pays. Il sanctionnera tout retard et rejettera la faute sur des spécialistes de la planification. Ingénieurs et scientifiques deviendront ainsi les auteurs présumés des sabotages industriels et considérés comme agents de l'étranger, donc ennemis du peuple. Glorifié comme grand architecte du socialisme, il jouit pleinement de son pouvoir. L'inauguration, en 1935, du métro de Moscou symbolisera le fleuron de la réussite industrielle. Arrêtez de hurler et d'applaudir. Vous ne savez pas encore ce que je vais dire. Concernant des décisions adoptées par le parti et par le gouvernement, j'ai 2 corrections à faire. Ces corrections m'ont été dictées par ses camarades qui siègent au Présidium. Voici de quoi il s'agit. Suite à la bonne réussite de la construction du métropolitain de Moscou, le parti et le gouvernement ont distribué des récompenses. La médaille de Lénine pour les uns, la médaille de l'Étoile rouge pour les autres, la médaille du drapeau rouge des travailleurs pour les 3e et les diplômes d'honneur du Conseil central de l'URSS pour les 4e. Il reste une question. Que faire avec les autres? Que faire avec les autres camarades qui n'ont pas moins travaillé que ceux qui sont récompensés? Avec les camarades qui ont donné leur force, leur sang, leur énergie à la construction du métropolitain de Moscou? Que faire avec eux? Telle est la question. Nous vous regardons du Présidium et nous voyons que vos visages n'ont pas tous la même expression. La campagne électorale a commencé. Elle déferle sur le pays telle une immense vague d'enthousiasme. Dans un élan uni, le peuple propose aux candidats du Soviet suprême les meilleurs fils de notre patrie, dévoués au parti de Lénine et de Staline. Le 11 décembre, à la réunion préélectorale dans le Grand Théâtre, le pays entier écoute le discours du camarade Staline. Ça va. Ça suffit maintenant. Camarades, j'avoue que je n'avais pas l'intention de parler. Mais notre estimé Nikita Sergeyevitch m'a amené de force à cette réunion. Fais un bon discours, m'a-t-il dit.
Mais de quoi parler? Que dire? Tout ce qu'il fallait dire à la veille des élections a déjà été dit et redit dans les discours de nos camarades dirigeants. Kalinine, Molotov, Voroshilov, Kaganovitch, Ejov et beaucoup d'autres. Que pourrait-on encore ajouter à ces discours? On me dit qu'il faudrait éclaircir certaines questions relatives à la campagne électorale. Quels éclaircissements? Sur quelles questions? Tout ce qu'il fallait éclaircir a déjà été éclairci et suréclairci dans les fameuses résolutions du parti bolchevique, de la jeunesse communiste, du Conseil central des syndicats de l'URSS, de la Société d'encouragement à la défense aérochimique et du comité sportif. Que pourrait-on ajouter? Certes, on pourrait faire un discours futile sur tout et sur rien. Cela amuserait peut-être le public. Il paraît que les spécialistes des discours de ce genre existent, non seulement là-bas, dans les pays capitalistes, mais également chez nous, au pays des soviets. Je ne suis pas spécialiste de ce genre de discours. Et puis, est-ce bien le temps de nous amuser? Maintenant que nous tous, bolcheviques, nous avons du travail par-dessus la tête, comme on dit. Je pense que non. Certes, dans ces conditions, on ne fait pas un bon discours. Mais puisque je suis monté à la tribune, il faut que je dise au moins quelque chose. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma reconnaissance. Ma reconnaissance aux électeurs pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Vous pouvez être certain que le camarade Staline saura remplir son devoir envers le peuple. Envers les travailleurs. Le peuple doit exiger de ses députés qu'ils restent à la hauteur de leurs tâches, qu'ils soient aussi lucides et aussi déterminés politiquement que l'était Lénine. Qu'ils soient aussi intrépides dans le combat, aussi impitoyables pour les ennemis du peuple que l'était Lénine. Qu'ils soient exempts de toute panique, de toute ombre de panique quand les choses commencent à se compliquer et qu'un danger se dessine à l'horizon. Qu'ils soient aussi exempts de toute ombre de panique que l'était Lénine.
Qu'ils sachent tenir compte de tous les inconvénients et de tous les avantages pour résoudre des problèmes complexes. Et qu'ils soient aussi sages et aussi étrangers à toute précipitation que l'était Lénine. Qu'il soit aussi droit et aussi honnête que l'était Lénine. Qu'ils aiment leur peuple autant que Lénine. En pleine période électorale, Staline ne parle que de l'État démocratique qu'il a créé. En réalité, la politique de Staline est à l'apogée de la terreur. Ce sont les années 1937-38. On fusille en moyenne 4000 personnes par jour. La veille de son discours, Staline avait déjà signé la liste des futurs serviteurs du peuple dont la soumission lui garantissait le pouvoir absolu. Mais la candidature de Staline, tout comme celle des autres dirigeants, devait être votée selon les règles de la constitution de l'URSS, présentée par Staline en 1936 comme la seule au monde à être absolument démocratique. En se remémorant le passé, après tant de batailles et tant de sacrifices, il est plaisant et réjouissant d'avoir notre Constitution qui témoigne de notre victoire. Il est plaisant et réjouissant de savoir pourquoi nos hommes se sont battus et comment ils ont réussi cette victoire historique et mondiale. Il est plaisant et réjouissant de savoir que nos hommes n'ont pas versé leur sang pour rien, mais que cela a donné ce résultat. Cela renforce l'esprit de notre classe ouvrière, de notre paysannerie et de notre intelligentsia. Cela nous fait avancer et soulève un sentiment de fierté légitime. Cela renforce notre confiance en nos forces et nous mobilise vers de nouveaux combats, menant à de nouvelles victoires du communisme. La critique de notre Constitution qui se fait entendre dans l'autre camp présente un certain intérêt pour nous. Étant donné que la presse étrangère reflète les opinions des différents clivages des pays capitalistes, bien que cette critique ne soit pas unanime, on ne peut pas ignorer son point de vue. La première réaction de la presse étrangère qui s'est exprimée fut une tendance à ignorer l'existence de notre Constitution. Faire comme si notre Constitution n'avait jamais existé. Encore maintenant. Donc ils n'en parlent pas. On pourrait dire que ce silence n'est pas une critique, mais c'est faux. Ignorer est aussi une forme de critique, stupide et ridicule certes, mais une forme de critique quand même. Cependant, la méthode du silence a été un échec.
À leur grande déception, ils ont été obligés d'ouvrir les vannes et d'annoncer au monde que la nouvelle constitution de l'URSS existe bel et bien. Qu'ils le veuillent ou non. Et non seulement qu'elle existe, mais qu'elle exerce une influence pernicieuse sur les esprits. Ça n'aurait pas pu finir autrement. Après tout, il existe une opinion publique dans le monde. Il y a des gens vivants, des lecteurs, qui veulent connaître les faits. Je pense que depuis longtemps, l'Union soviétique est devenue une sacrée épine dans le pied de ces messieurs les officiels allemands. Pensez donc, depuis 19 ans, l'URSS, solide comme un roc, enthousiasme les peuples par son existence et met en rage les ennemis de la classe ouvrière. Non seulement l'Union soviétique existe, mais elle grandit. Et non seulement elle grandit, mais elle s'épanouit. Et non seulement elle s'épanouit, mais en plus elle écrit une constitution. Comment voulez-vous que les officiels allemands ne s'indignent pas? Alors ils hurlent. Qu'est-ce que c'est que ce pays? D'où sort-il? De quel droit existe-t-il? S'il a été déterré en octobre 1917, ne serait-il pas possible de le recouvrir de terre, de l'ensevelir pour qu'on ne l'entende plus? C'est pourquoi ils ont pris la résolution d'enterrer l'Union soviétique et d'annoncer au monde qu'elle n'existe même pas sur une carte de géographie. La vérité est que le pouvoir soviétique a exproprié les capitalistes. Il les a dépossédés des usines, des fabriques, des forêts, des chemins de fer. Il les a déclarés propriété de la société et du gouvernement socialiste et il a mis à la tête de ces organisations les meilleurs représentants de la classe ouvrière. Ce sont des faits et non pas des promesses. Le pouvoir soviétique a organisé l'industrie et l'agriculture sur la nouvelle base socialiste. Aujourd'hui, la production dans l'agriculture a augmenté d'1,5 fois par rapport à l'époque d'avant-guerre. La production dans l'industrie de 7 fois par rapport à celle d'avant-guerre. Et le revenu national est 4 fois plus élevé que celui d'avant-guerre. Ce sont des faits et non pas des promesses. Ensuite, le pouvoir soviétique a aboli les crises, le chômage, garantissant le droit au travail, le droit au loisir, le droit à l'éducation. Il a considérablement amélioré le niveau matériel et culturel de la classe ouvrière, de la paysannerie et de l'intelligentsia. Il a assuré l'organisation du suffrage universel direct pour ses citoyens. Ce sont des faits et non pas des promesses. Finalement, le pouvoir soviétique a élaboré le projet de la Constitution qui n'est pas une promesse, mais une réalité, une preuve législative de faits accomplis, illustrant la victoire du socialisme dans notre pays.
C'est le témoignage de tout ce qui est acquis. À quoi bon toutes ces calomnies de ces messieurs, les officiels allemands, affirmant que notre Constitution n'est qu'une vague promesse? Où veulent-ils en venir avec leur bavardage? Ils veulent cacher au monde la vérité sur l'URSS, embrouiller le peuple, le duper. Tels sont les faits, et comme on dit, les faits sont choses têtues. Ces messieurs les officiels allemands peuvent dire « Tant pis pour les faits ». Alors on peut leur répondre avec un dicton russe. La loi n'est pas faite pour les imbéciles.